Nous nous en sortons très bien face à la République islamique d'Iran. Vraiment très bien. Ils aimeraient faire quelque chose, mais je dis qu'ils ne sont pas encore prêts. Il leur faut encore la même chose. Ils ne sont pas encore prêts. Ils ont de mauvaises intentions. Nous ne pouvons pas les laisser avoir l'arme nucléaire. C'était le président Trump hier soir, après le début du 13e jour consécutif de guerre aérienne menée par le commandement central. Il expliquait à tout le monde que les choses se passent bien. Il faut simplement faire un peu plus mal aux Iraniens, et ensuite ils finiront par céder. Mais ils sont malfaisants, donc ça va aussi poser problème. Nous parlerons de ces contradictions. Et en fait, nous sommes vraiment ravis de retrouver Glenn Deason aujourd'hui, professeur de sciences politiques, et aussi à l'origine de l'extraordinaire chaîne YouTube Glenn Deason, où les échanges sont toujours excellents. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous vous avions sollicité dès le départ. Bienvenue dans l'émission, Glenn. Eh bien, merci, Danny. C'est bon d'être de retour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et au passage, nous apprécions vraiment le fait que vous soyez en vacances aujourd'hui et que vous trouviez quand même du temps pour nous. Nous vous en sommes très reconnaissants. Et merci aussi à votre famille de nous laisser vous consacrer du temps. Écoutez, commençons par cette déclaration complètement folle. Nous en sommes maintenant à, je ne sais plus, 140 ou 150 jours de guerre. Nous avons eu cette période de 40 jours et 40 nuits. Cela n'a pas permis d'arracher le contrôle du détroit d'Ormuz à l'Iran. Nous avons essayé de mettre en place un blocus. Ça n'a pas marché. Ensuite, nous sommes passés au protocole d'accord. Nous avons fait ça pendant 5 ou 6 jours, puis nous avons commencé à bricoler autour de ça. Et maintenant, on est revenu, en gros, à cette guerre continue. Encore et encore. D'abord, laissez-moi vous demander, simplement à première vue, concernant cette nouvelle phase, je ne sais même pas encore comment l'appeler, ces 13 jours d'affilée. Que voyez-vous sur le plan militaire? Parce qu'à l'écran, on voit ces 13 jours de suite où ils montrent simplement des choses au sol qui sont frappées en Iran. On ne sait même pas ce que c'est parfois. Il y a des bateaux, mais je ne sais pas ce qu'est ce bâtiment. Pour moi, ça ressemble juste à une explosion. Comment évaluez-vous ces 13 jours et qu'essaient-ils d'accomplir? Eh bien, c'est la vraie question. Et je pense qu'on assiste à la mort de la réflexion stratégique. Parce que concrètement, qu'est-ce qui va être accompli? Au départ, ils ont commencé à parler de changement de régime. Puis ils allaient libérer les femmes iraniennes et l'opposition. Ensuite, ils allaient éliminer le programme nucléaire, ils allaient réduire les capacités balistiques de l'Iran. Je veux dire, les objectifs ne cessent de changer, les uns après les autres. Et maintenant, quand on écoute Trump ou Hegseth, on a souvent l'impression qu'ils mesurent le succès simplement à l'aune des morts et des destructions qu'ils sont capables d'infliger à l'Iran. C'est-à-dire que, d'abord, ils s'en sont pris à toutes ces cibles militaires. Et tout cela est célébré comme une mesure du succès. Ensuite, ils s'attaquent à des cibles civiles. Regardez toute la souffrance qu'on peut leur infliger. Mais encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Quel est exactement l'objectif ici? Parce que je ne pense pas qu'infliger la mort et la destruction ait tant d'importance que ça. L'hypothèse de Trump semble être que, si vous infligez suffisamment de souffrance aux Iraniens, ils finiront par céder. Mais pour les Iraniens, ce n'est pas envisageable. Encore une fois, je le dis toujours, quand on veut évaluer une menace ou un adversaire, il faut regarder ses intentions et ses capacités. Pour les Iraniens, c'est une menace existentielle. Ils mènent une guerre pour leur survie. Ils savent qu'une défaite ici finirait comme en Libye, en Syrie ou dans n'importe quel autre pays,
parce que ni les États-Unis ni Israël ne pourraient se permettre de voir un Iran puissant dans la région. C'est donc une menace existentielle. Cela signifie qu'ils seront capables d'absorber toute la douleur que les États-Unis leur infligeront. Et l'autre élément, ce sont les capacités. Peu importe si l'on vainc ou détruit une grande partie de leur force aérienne ou de leur marine. Les armes dont ils ont besoin pour fermer le détroit d'Ormuz et en substance, dissuader les États-Unis reposent souvent sur des drones et des missiles balistiques, dont ils disposent en grand nombre. Ils sont stockés sous terre et ils ont la capacité industrielle d'augmenter leur production. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, quel est l'objectif ici? Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir? Et c'est à cela que Trump aurait dû répondre. Quand on retourne à la guerre après avoir tout juste retiré les États-Unis par le biais du mémorandum d'entente, pourquoi y retourner? Qu'est-ce que vous allez accomplir exactement? Se contenter de dire « Regardez tout ce qu'on est en train de faire exploser ». Encore une fois, il nous faut du contexte sur ce qu'ils font exploser au départ. Quel est le but? Je pense que c'est de la communication, et Trump est très fort en images de marque et en communication. Mais c'est que ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font exploser exactement? Ce serait ma première question. Et vous savez, vous dites que c'est un expert en relations publiques. Et c'est ce qu'il a toujours été. C'est comme ça qu'il a été élu la première fois. C'est comme ça qu'il a été réélu ici la deuxième fois. Parce qu'il a montré qu'il était tout simplement passé maître dans l'art de manipuler les choses. Que ce soit le marché boursier, le prix du pétrole sur le papier, même contre tous les fondamentaux, et ainsi de suite. Il a été vraiment très fort à ça. Mais il semble qu'il y ait une date de péremption à tout ça. Et ça commence enfin à s'user. Je vais vous montrer 2 ou 3 choses qui, à mon avis, sont vraiment intéressantes et qui se sont produites au cours des dernières 24 heures environ. Je vais vous montrer quelques extraits de Fox News, qui, bien sûr, a été le centre névralgique de la guerre pour le président Trump. Ils ont poussé à la guerre comme des fous, surtout au Moyen-Orient, mais aussi, dans une moindre mesure, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais maintenant, sur cette question précise, des problèmes commencent à apparaître. Et on va commencer avec Laura Ingraham, qui a dit ceci, je crois, avant-hier soir. À un peu plus de 100 jours des élections de mi-mandat, le temps presse pour le président Trump s'il veut sortir de cette guerre avant que les électeurs ne se rendent aux urnes. Cela inquiète beaucoup de républicains. Comme nous le savons déjà, cette guerre est impopulaire. Selon le nouveau sondage du Washington Post et d'Ipsos, 69% des Américains désapprouvent la gestion de ce conflit. Les républicains ne peuvent pas laisser cela devenir une distraction sans fin, surtout s'ils veulent gagner en novembre. Oui, une diversion sans fin et une guerre sans fin, parce qu'on a l'impression que ça continue. On y revient dans un instant. Mais écoutez, regardez Laura Ingraham. Elle a publié, Gary, si vous pouvez retrouver ça, j'ai oublié de vous faire signe. Elle a publié un message sur X, pas sur Truth Social, où elle était elle aussi assez directe. Elle disait, ça ne marche pas. Cette guerre ne marche pas. Et elle va vous faire tomber. Si vous pouvez l'afficher ici, si vous le trouvez. Mais Glenn, elle regarde les sondages. Elle entend ce que disent les gens. C'est son travail, après tout. Prendre le pouls de son audience. Donc elle sait où ils en sont et dans quelle direction les emmener. Et ils sont assez déterminés. Près de 70%. Et d'ailleurs, historiquement, on n'a jamais vu un retournement contre une guerre aussitôt. Je remonte même à avant le Vietnam, et ainsi de suite. Donc ça remonte à longtemps, et c'est énorme. Qu'en pensez-vous? Non, c'est une défaite massive. Et encore une fois, je pense qu'il est important de souligner que peu importe votre succès dans la guerre de communication, au bout du compte,
ce qui se passe sur le terrain finit par vous rattraper. Je pense que c'est le cas à la fois avec l'Iran et avec la Russie. Avec la Russie, bien sûr, on raconte maintenant cette grande histoire selon laquelle la tendance s'est inversée. Soudain, nous sommes en train de gagner, ou alors on dit que c'est l'Ukraine qui gagne. Évidemment, on peut faire ça pendant un certain temps, pour mobiliser un soutien de l'opinion publique en faveur de la guerre, pour la faire durer un peu plus longtemps. Mais à un moment donné, la réalité vous rattrape. Et c'est la même chose en Iran. Trump peut signer le protocole d'accord, ce qu'il a fait, et qui était plus ou moins une déclaration de défaite, puis dire aux gens que non, c'était une victoire. Nous ne leur avons rien donné, alors même que les gens peuvent le lire. On ne peut faire ça que pendant un certain temps. Quand la défaite devient évidente, à un moment donné, la réalité vous rattrape. Et je pense que c'est aussi devenu un problème majeur pour les États-Unis, l'absence de contrôle de l'escalade. Parce que ces 30 dernières années, quand les États-Unis et l'OTAN d'ailleurs combattaient de très petits pays, des pays plus faibles, ils contrôlaient l'escalade. Ils pouvaient décider quand la guerre commençait, quand elle se terminait, qui devait y être impliqué, quelles étaient les cibles légitimes. Mais il n'y a plus de contrôle de l'escalade. Et c'est ça le problème. Si la guerre ne s'est pas déroulée comme prévu, si les États-Unis n'ont pas obtenu leur changement de régime, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait l'an dernier au Yémen, c'est-à-dire simplement dire « D'accord, nous avons gagné », puis se retirer et revenir à l'ancien statu quo. Il est très difficile de vendre une victoire quand on ne peut même pas revenir à l'ancien statu quo. Autrement dit, les Iraniens vont garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Ils vont commencer ils peuvent faire pression sur les pays voisins pour qu'ils ferment les bases américaines. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et les États-Unis ne peuvent pas vraiment y faire grand-chose. Vous savez, c'est un énorme problème. Je pense que si les États-Unis pouvaient revenir à l'ancien statu quo, rouvrir le détroit d'Ormuz, il y aurait moyen de présenter ça comme une victoire, simplement en soulignant l'ampleur des morts et des destructions infligées à l'Iran. Mais tant que le détroit d'Ormuz restera fermé et que l'Iran en gardera le contrôle, Trump ne pourra pas présenter cela comme une victoire. Et cela va avoir d'énormes conséquences, comme l'a dit Ingram, dans 100 jours. Et vous savez, je pense qu'il avait l'occasion de faire ça. Gary, si vous pouviez remettre ce post sur Truth Social, enfin, ce post sur X, à l'écran. Il en avait l'occasion avec le protocole d'accord. Il aurait pu crier victoire. Il aurait pu dire il leur faudra des décennies pour réparer. Et moi je pars. Notre blocus est levé. Nous rentrons chez nous et laissons le paragraphe 5 suivre son cours. Donc, l'Iran veut en prendre le contrôle. Très bien. Ils peuvent percevoir des frais administratifs. C'est juste. Peu importe. Mais au fond, je peux y retourner et vous savez, les bombarder quand je veux. Il aurait pu affirmer que le détroit serait ouvert. Et c'est justement pour ça que ce qu'elle a écrit ici est si important. Le peuple américain en a fini avec la guerre. Il ne soutiendra pas une guerre, écrit-elle. Il ne paiera pas volontairement pour une guerre. Il ne fera pas de sacrifice pour une guerre. Enfin, ça continue encore et encore. C'est l'une des choses les plus fortes et les plus concises que j'ai vues depuis longtemps, venant de quelqu'un, d'une présentatrice de Fox News. Alors, qu'en pensez-vous? Pour moi, en dehors du début de la guerre, la plus grande erreur non provoquée a été de bloquer le paragraphe 5 du protocole d'accord dans les 7 jours qui ont suivi le lancement de ce corridor sud dans les eaux omanaises. Vous le voyez comment? Eh bien, il pourrait y avoir quelque chose d'important là-dedans. Je veux dire, pendant la guerre du Vietnam, on disait que lorsqu'ils avaient perdu Walter Cronkite, lorsqu'ils ne croyaient plus à la guerre, c'était un bon signe que qu'ils allaient perdre les médias. Ça pourrait être la même chose.
Une fois que vous perdez vos plus grands courtisans à Fox News, votre contrôle du récit va commencer à s'effondrer. Donc non, je pense que c'est un énorme problème pour Trump. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Il avait une porte de sortie avec le protocole d'accord. Pardon, il risque de retomber dans ce piège. C'est-à-dire qu'il ne peut pas revenir à l'ancien statu quo. Et s'il veut mettre fin à cette guerre juste avant les élections et trouver un moyen de faire passer ça pour une victoire, je ne pense pas que ce soit possible. Les Iraniens savent que ça pourrait couler Trump ou lui lier les mains si cette élection se passe mal. Pourquoi lui donnerait-il quoi que ce soit qui ressemble à une victoire avant les élections de mi-mandat? Donc non, cela donne davantage de levier aux Iraniens. Je pense donc que c'est une énorme erreur. Et encore une fois, s'il y avait un grand plan sur ce qui serait fait différemment, pourquoi se lancer dans un troisième tour de guerre avec l'Iran? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'ils vont faire différemment? Vont-ils lancer une invasion terrestre? Vont-ils simplement s'attaquer durement aux infrastructures énergétiques iraniennes? Je veux dire, les Iraniens, s'il y avait une invasion terrestre, utiliseraient probablement cela comme un piège pour commencer à infliger des pertes massives à l'armée américaine. Et oui, s'ils s'en prennent plus largement aux infrastructures énergétiques en Iran ou aux infrastructures civiles, alors imaginez ce qui arriverait au Koweït, à Bahreïn, à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à la Jordanie. Je veux dire, les cibles ne manquent pas. Et c'est aussi un problème majeur pour les États-Unis. Toutes ces bases installées dans cette partie du monde pour contenir et encercler l'Iran se sont soudain révélées être une vulnérabilité en raison des capacités militaires de l'Iran. Donc je ne pense pas que Trump mesure tous les risques auxquels il est confronté à cause de toutes les inconnues. Ce serait ma principale inquiétude. Il y a trop d'acteurs ici, trop de variables, il ne peut rien contrôler de tout ça. Et oui, trop de choses peuvent et vont probablement mal tourner. Alors, encore une fois, pourquoi se replonger là-dedans? Ça n'a aucun sens. Eh bien, ça n'a en réalité aucun sens. Mais il y a des gens, au-delà du président Trump, qui ne voient toujours pas clairement la réalité. On y revient dans un instant. Mais laissez-moi poursuivre sur la première piste. Je vous ai donc montré Laura Ingraham, qui est littéralement présentatrice des émissions de première partie de soirée sur Fox. Maria Bartiromo est aussi une figure très importante, parce qu'elle interviewe souvent le président Trump et relaie ses messages, etc. Et voici comment elle en a parlé, elle aussi, je crois, hier. Je ne comprends pas comment il est possible que l'Iran ait les capacités de se battre de cette manière et continue d'essayer de s'en prendre aux pays du Golfe et aux bases militaires américaines alors que les États-Unis ont anéanti l'armée iranienne. Et le président ne cesse de le répéter. Alors, elle se dit, « Vous savez, je ne comprends pas, parce que j'écoute sans cesse ce que dit le président Trump. » Et apparemment, et c'est ce que me laisse penser son langage corporel, elle le croit quand il dit que nous avons détruit toute leur marine, leur défense aérienne, qu'ils sont pratiquement sans défense. Et pourtant, ces drones et ces missiles continuent de frapper nos équipements jour après jour, de tuer nos soldats, de blesser nos soldats, et ainsi de suite. Mais on voit qu'elle commence à se dire « Attendez une minute, il y a quelque chose qui ne va pas. » Quand deux figures aussi grand public disent ça sur la première chaîne, qui soutient le président Trump, qu'est-ce que cela vous dit sur la direction que prennent les tendances? Eh bien, il commence à perdre les médias. Et encore une fois, c'était ça mon propos. Il ne peut jouer à ce jeu que pendant un certain temps parce que, encore une fois, il a dit qu'il avait anéanti leur capacité nucléaire, puis il doit y retourner pour l'anéantir une fois de plus. Ça n'a aucun sens. Il affirmait qu'il ne leur restait presque plus de missiles, et pourtant,
Leurs missiles continuent de pleuvoir sur les bases américaines dans la région. Ils n'ont plus de drones. Eh bien, apparemment si. Ils affirment que leur marine est détruite, que tous leurs dirigeants ont été tués, que les Iraniens le supplient d'ouvrir des pourparlers. Pourtant, on entend exactement le contraire. On voit les Iraniens tirer des missiles. Les missiles vont plus vite, ils sont plus précis, et il est de plus en plus difficile de les intercepter. Les capacités de l'Iran semblent donc se développer, alors que le président des États-Unis affirme qu'ils sont pratiquement à genoux, qu'il supplie les États-Unis de leur accorder un bon accord. Mais, vous savez, on l'a vu aussi lors du protocole d'accord. Trump a signé un accord qui prévoit essentiellement 300 milliards de dollars de réparation pour réparer en Iran ce qui a été détruit. Et en même temps, il dit, eh bien, nous n'avons pas donné un centime. On ne peut pas inventer des choses éternellement. Et encore une fois, je comprends pourquoi la guerre de l'information est importante. On veut rallier l'opinion publique derrière la guerre. Mais on ne peut faire marcher les médias que pendant un certain temps. Je veux dire, on fait la même chose avec les Russes. Depuis mars 2022, on dit que les Russes n'ont plus de missiles. Ça fait 4 ans et demi. Poutine semble attraper chaque semaine une nouvelle maladie dont il est censé mourir. Vous savez, l'Ukraine gagne. L'Ukraine gagne. Combien de temps vont-ils continuer à raconter ça? Mais encore une fois, nous avons des médias très dociles en Europe. Alors ils répètent tous les éléments de langage que l'OTAN leur fournit. Mais bien sûr, au bout d'un moment, les gens vont commencer à en douter. C'est comme, oui, les Russes reculent, mais ils reculent en avançant. Enfin, on n'invente pas ça. Donc oui, il va perdre les médias. Et c'est vraiment dommage pour lui, parce que vous savez, il est très fort pour gérer les médias. C'est essentiellement ce qui lui permet de garder la tête hors de l'eau. Il a été très fort à ce jeu-là. Mais maintenant, ce vernis commence à s'écailler. Cela dit, tout le monde ne va pas dans cette direction. Il reste des irréductibles qui vont dire « Non, nous allons continuer à pousser dans la direction opposée. » Et nous ne nous laisserons pas détourner par l'opinion publique américaine, par les sondages qui vont dans ce sens, ni par certaines de ces figures qui commencent à se poser des questions. Mais regardons d'abord certains de ses soutiens au Sénat. Voici le sénateur Dine qui explique qu'en réalité, les choses se passent bien. Vous craignez peut-être que nous soyons à nouveau engagés dans une guerre sans fin? Personne ne veut mettre fin à ce conflit plus que le président Trump. En ce moment, il mène une guerre pour protéger nos enfants et nos petits-enfants, pour faire en sorte que ce régime dangereux n'obtienne jamais l'arme nucléaire, ni la capacité de mettre le monde à genoux. Le président Trump travaille dur, mais il n'y a qu'une seule posture que les Iraniens respectent, une posture de force. Ils vont se retrouver dans une position de plus en plus affaiblie, et j'espère que cela débouchera sur un résultat. Un accord négocié serait la meilleure issue. Mais le président Trump sait qu'il s'agit de la paix par la force. Il fera employer une force implacable contre ce régime corrompu et malfaisant, jusqu'à ce qu'il soit mis à genoux. Jusqu'à ce qu'il soit mis à genoux. Vous savez, avant, les politiciens étaient très forts pour, vous savez, regarder d'où souffle le vent. Là où le vent souffle, c'est là qu'ils vont. Mais là, même dans ce cas-ci, vous avez vu l'animateur de Fox lancer le sujet en disant « Hey, est-ce qu'on est en train de s'engager dans une guerre sans fin ?» Ce qui veut dire qu'il voit bien que tout ce qu'on a essayé ne marche pas. Il voit les sondages. 69% des Américains pensent que c'est une mauvaise affaire. Et pourtant, le voilà qui en parle comme si c'était juste un jeu vidéo. Enfin, je ne sais pas. C'est ce qui s'en rapproche le plus, à mon avis. Non, 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 non. Tout ce que vous voyez, rien de tout ça n'est réel. Mais voici ce qui est réel. On va les mettre à genoux en refaisant la même chose qui ne marche pas depuis février. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez?
since February? I mean, what do you think about that? No, it's just tough talk. There's no, again, I would like to hear Non, the strategy. ce ne sont que des paroles dures. Il n'y a pas, encore une fois, j'aimerais entendre la stratégie. Qu'est-ce qu'ils vont faire différemment exactement? Et je pense qu'un problème essentiel, c'est qu'il n'y a pas, je n'entends nulle part une véritable analyse de ce qui se passe. Parce que comme dans l'extrait que vous venez de diffuser, il n'y a pas de choc face à cette question. Comment l'Iran peut-il seulement être capable de se battre? Parce que on est toujours obligé de souligner que nos adversaires sont toujours motivés par de mauvaises intentions. Ce sont tous des tigres de papier. Ils sont faibles, ils sont le mal à l'état pur, ils représentent un immense danger pour toute la civilisation, mais ils sont aussi faibles. Donc, si nous sommes simplement prêts à affronter cette malfaisance, alors ils s'effondreront assez facilement. Enfin, c'est toujours le même scénario, mais ça ne marche pas. Alors, mais il y avait un autre aspect ici, toute cette focalisation sur la paix par la force. C'est aussi ce que nous disons dans notre guerre contre la Russie. Mais je pense que c'est là une faille essentielle qui explique pourquoi cette situation est très différente des autres guerres sans fin. Autrefois, nous combattions des pays plus faibles, de taille moyenne ou petite, mais aujourd'hui, les grandes puissances que nous affrontons, les Iraniens, les Russes et les Chinois sur le plan économique, c'est très différent. Et vous savez, la paix par la force est, au fond, une stratégie de sécurité dans un monde hégémonique. En général, quand plusieurs puissances s'équilibrent, la paix suppose qu'on définisse nos principaux intérêts de sécurité nationale, les préoccupations et intérêts de sécurité essentiels de nos adversaires, puis qu'on détermine où ces intérêts peuvent être harmonisés, quels compromis sont possibles, et comment gérer les conflits là où il n'est pas possible d'aligner nos intérêts. Mais il s'agit essentiellement de gérer la compétition en matière de sécurité. Or, nous ne le faisons pas, parce que depuis la fin de la guerre froide, nous avons adopté une conception hégémonique de la sécurité. Dans cette conception, on ne répond pas réellement aux préoccupations de sécurité de ses adversaires. On affirme que la paix dépendra du fait de disposer d'une puissance hégémonique, c'est-à-dire d'être si puissant que peu importe ce que disent les autres grandes puissances, puisqu'elles ne peuvent rien y faire. C'est cela, la paix hégémonique. Et c'est pour cela qu'on parle toujours de paix par la force. Nous allons être si dominants que cela servira de fondement à la paix. Mais ce n'est plus une option. Et je pense que c'est une faiblesse majeure parce que nous ne faisons plus de diplomatie. Je parle en tant qu'Européens. Nous ne voulons même pas parler à la Russie. Mais nous disons quand même que nous exigerions la paix. Eh bien, dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution. Il faut dominer. Mais là encore, ce n'est pas envisageable. Je pense donc que c'est là toute la frustration. Si nous voulons la paix dans un monde multipolaire, ce ne peut pas être une paix que nous dictons. Nous allons devoir faire ce que nous n'avons pas fait depuis des décennies. Nous asseoir avec l'adversaire, reconnaître que nous avons tous les deux des préoccupations de sécurité valables et légitimes, et trouver un compromis. Là encore, c'est l'inverse d'une simple paix par la force. Donc non, je pense que ça fait partie du problème. Danny, nous venons de recevoir un nouveau message de Trump sur Truth Social. Il affirme que les armes ne sont pas redistribuées. Il dit « Le président Xi, lors de notre récente rencontre à Pékin, en Chine, m'a dit qu'il ne donnerait ni ne vendrait, en aucune circonstance, des armes à la République islamique d'Iran. » Et cette déclaration inclut les entreprises chinoises. Il ajoute « Compte tenu de notre relation, je le crois sur parole. En plus, je lui rends de très grands services. » De même, Poutine, malgré l'horrible guerre en cours en Ukraine, cela reste le cas avec le président Zelensky. Il m'a dit qu'il ne vendrait pas d'armes à l'Iran. Poutine comprend que je ne vends pas d'armes à l'Ukraine, mais aux pays de l'OTAN. Il les paye au prix fort, et je n'ai aucune idée de la manière dont ces armes sont distribuées. Par conséquent,
Deux grands pays dont on parle souvent à propos de l'Iran ne participent pas, selon moi. S'ils le faisaient, ce serait très mauvais pour eux. C'est certainement pas dans leur intérêt. Waouh, ce passage au milieu là. Il comprend que je ne vends pas d'armes à l'Ukraine. C'est bien ce que je lis. Il comprend que je ne vends pas d'armes à l'Ukraine, mais à des pays de l'OTAN. Et je n'ai aucune idée de la manière dont elles sont distribuées. Ça s'appelle le programme PURL. Il existe bel et bien un programme officiel, PURL, dont Trump lui-même s'est expressément vanté. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Je veux dire, c'est psychotique. On peut vraiment le voir autrement. Non. Je suppose que ça met l'accent sur le fait que l'argent vient, que ce sont les Européens qui payent. Je suppose que c'est l'argument principal ici. Mais bien sûr, c'est absurde. Les États-Unis ne se sont pas retirés de cette guerre. Ce sont toujours des planificateurs militaires américains qui la planifient. Ce sont toujours des armes américaines qui sont expédiées en Ukraine. Il y a toujours, vous savez, des agents du renseignement américain partout en Ukraine qui aident au ciblage, à contourner les défenses aériennes russes, à choisir les cibles. Je veux dire, c'est une guerre menée par l'OTAN avec les États-Unis dans le rôle principal. Donc, l'idée selon laquelle nous ne faisons rien là-bas, je veux dire, ça fait maintenant 12 ans qu'il y a une guerre par procuration contre la Russie. Et soutenir que, bon, les Russes ne feraient sûrement pas la même chose parce que nous ne le faisons pas vraiment. Là encore, c'est absurde. Même Marco Rubio a dit maintenant que, bon, nous ne sommes pas vraiment un médiateur parce que nous prenons clairement le parti de l'Ukraine. Je veux dire, non, enfin, c'est complètement délirant. Mais encore une fois, Gary, si vous pouvez retrouver ça dans nos archives, en juin, je crois que c'était début juin, quand Marco Rubio s'est présenté devant le Sénat et a dit « Nous avons choisi notre camp ». Si vous le trouvez, faites-moi juste un pouce levé, sinon un pouce baissé. Je vais surveiller ça. Mais continuons, Glenn. Enfin, qu'est-ce que quelqu'un peut faire de ça? Vous êtes en Europe. Vous êtes très au fait de ce qui s'y passe. Même avec la soif de guerre qu'ils ont ici, qu'est-ce qu'ils vont penser en voyant cette déclaration sur les capacités mentales? Et je suis sérieux, là, quand je parle des capacités mentales, du type qui fait cette déclaration, qui est soi-disant le dirigeant du monde libre. je pense que soit c'est de la manipulation, soit il perd la tête à force de croire à ses propres récits. Je veux dire, peut-être que s'il y croit lui-même, alors pour lui ce serait vrai, mais non, je ne sais pas ce qu'ils penseront de lui. C'est très difficile de croire que ce soit réellement vrai, mais c'est ce que dit Trump. Donc oui, qu'est-ce que... Il y a eu, vous ne l'avez probablement pas vu, mais la semaine dernière, quelque chose circulait sur les réseaux sociaux ici. Ça ressemblait à un message de Trump sur Truth Social. Il descendait les Beatles en disant qu'ils n'avaient aucun talent, qu'ils étaient de troisième zone, ce genre de choses. Et le fait est que beaucoup de gens l'ont cru, parce qu'il dit des choses aussi folles que ça. Il s'est avéré que ce n'était pas vrai. Quelqu'un l'avait simplement inventé et l'avait diffusé. Donc ma première pensée en voyant celui-ci, ça a été « Oh, je parie que c'est encore un faux ». Mais ça, c'est dans son message. C'est sur son site. Et ça me laisse sans voix. Encore une fois, comment faire de la satire quand la réalité est si folle? Mais quand il nie l'implication de la Russie et de la Chine, et dit que ses dirigeants, vous savez, le respectent tellement qu'ils n'oseraient jamais, vous savez, ils le respectent, ils le craignent, ils ne fourniraient jamais d'armes ni d'aide en matière de renseignement. Je pense que ça répond aussi aux médias, parce que des responsables politiques comme des journalistes ont affirmé que la Russie et la Chine aidaient probablement l'Iran, étant donné que sa précision s'améliore et que ses capacités de renseignement
se renforce. Il a été fait référence, je crois, à une base de la CIA en Arabie Saoudite qui a été ciblée d'une manière assez particulière, au point qu'il y avait des raisons de douter que les Iraniens aient disposé des renseignements nécessaires. Encore une fois, c'est pas un mot de wordry, step fire incorrect. It's not for me to tell if this is a correct assessment, but again, I would assume that at least. Mais encore une fois, je suppose qu'au moins dans une certaine mesure, je ne sais pas exactement dans quelle mesure, la Russie et la Chine aideraient l'Iran, pour diverses raisons. D'abord, concernant la Russie, les États-Unis mènent depuis 12 ans et continuent de mener une guerre contre la Russie par l'intermédiaire de leur proxy ukrainien. Et la Chine, je pense qu'elle comprend très justement qu'elle est une cible essentielle dans la guerre contre l'Iran. C'est-à-dire qu'on a des gens comme Scott Bessent et des sénateurs américains qui donnent des interviews en expliquant à quel point c'est formidable que grâce à notre campagne, au blocus contre l'Iran, les Chinois ne reçoivent pas leur énergie. Donc eux aussi sont une cible dans cette affaire. Et en substance, cela devrait aussi être une mesure du succès. Jusqu'à quel point nous pouvons priver les Iraniens de pétrole? Eh bien, les Chinois ont des véhicules électriques. Ils savent ce qui se dit. La Russie comme la Chine ont donc des raisons d'aider l'Iran. Et au-delà de ça, sur l'échiquier eurasiatique à plus grande échelle, elles considéraient aussi que si les États-Unis réussissaient un jour à neutraliser l'Iran, cela perturberait tout le projet d'intégration de ce grand continent eurasiatique. La Russie appelle cela le partenariat de la Grande Eurasie. Les Chinois ont leurs propres appellations, mais l'idée est essentiellement d'intégrer l'Eurasie sur le plan des technologies, des industries, des corridors de transport, par voie terrestre comme maritime, des banques, de l'utilisation des monnaies nationales, pas selon un modèle d'intégration centralisé, mais en renforçant les connexions. Et vous savez, il s'agirait de réduire la dépendance à l'égard d'une architecture économique internationale davantage centrée sur les États-Unis. C'est donc leur objectif. Ils savent donc que si l'Iran est mis hors jeu, cela crée une brèche dans leur projet géoéconomique. Mais cela pose aussi à l'avenir un énorme défi militaire, car les États-Unis et l'OTAN utiliseraient probablement cela comme un moyen de déstabiliser à la fois le flanc vulnérable de la Russie, mais aussi la Chine. Ils ne peuvent donc pas laisser les États-Unis réussir en Iran. Encore une fois, je n'en sais rien. Personne à Pékin ou à Moscou ne me dit ce qu'ils font. Mais l'idée qu'ils ne fournissent même pas de renseignements, qu'ils ne leur indiquent pas où se trouvent les principaux missiles. Je veux dire, quand les Iraniens frappent des HIMARS et des attaques MS, ce sont des HIMARS et des attaques MS qui, autrement, serviraient à tuer des Russes et qui pourraient être utilisés dans une future guerre contre la Chine. Pourquoi diable ne les aiderait-il pas à épuiser ces systèmes d'armes? Et surtout, quand on pense que nous fournissons à Taïwan des milliards de dollars d'armes, précisément pour dissuader une éventuelle attaque chinoise et s'en défendre. Et bien sûr, depuis 4 ans et demi, en fait, bien plus que 4 ans et demi, nous agissons contre la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine pour tuer régulièrement des Russes. Et maintenant, cela s'enfonce encore davantage en Russie et devient plus problématique. Nous allons en parler dans un instant. Mais bon sang, Gary, peux-tu remettre ce post Truth Social à l'écran? Gary, can you bring that Truth Social back up? I want to just really make this point here very clear. Je veux vraiment clarifier ce point pour que personne ne s'y trompe. Parce que je ne veux pas trop insister là-dessus, mais on est bien au-delà de n'importe quelle forme de folie. Je souligne ce passage au milieu, Gary, où il dit « Je ne vends pas d'armes à l'Ukraine ». Il comprend que je ne vends pas d'armes à l'Ukraine, mais aux pays de l'OTAN. Ce sont eux qui fixent le prix et décident de leur répartition. Je n'en ai aucune idée. Alors, à la lumière de cela, comment peut-il concilier ça avec ce que son secrétaire d'État a déclaré sous serment devant le Sénat?
under oath. Nous restons prêts à jouer tout rôle que nous pourrons jouer dans ce contexte afin de contribuer à instaurer la paix. Car nous pensons que la guerre en Ukraine, cette guerre dévastatrice, n'a pas de solution militaire. Elle ne peut être réglée que par la voie diplomatique. Et jusqu'ici, cela n'a pas porté ses fruits. Je qualifierais la situation de défi persistant. Cela étant dit, soyons clairs, pour être justes et francs, nous ne sommes pas des médiateurs impartiaux dans cette guerre. Nous ne fournissons pas d'armes à la Russie, nous fournissons des armes uniquement à l'Ukraine. Nous n'imposons pas de sanctions à l'Ukraine. Nous imposons des sanctions uniquement à la Russie. Nous avons donc clairement choisi un camp. Nous continuons d'ailleurs à vendre des armes à l'Ukraine dans le cadre du programme Purell, sans que cela soit entravé par ce qui s'est passé au Moyen-Orient ou ailleurs. Et, écoutez, nous aimerions voir cela aboutir à un règlement négocié. Mais à l'heure actuelle, les perspectives ne semblent pas très bonnes. Il a dit précisément et explicitement, nous vendons des armes à l'Ukraine par le biais du programme Purell. Et le président Trump dit ici, je ne vends pas d'armes à l'Ukraine. Je veux dire, c'est pour ça que je dis que ce sont des propos complètement délirants venus d'une autre planète. Il y a la vidéo, elle est disponible. Je ne suis pas le seul à me souvenir qu'il a dit ça le mois dernier. Tout le monde va donc s'en souvenir aussi. Alors je ne comprends pas. Bon, regardons les choses sous un autre angle. Vous êtes Vladimir Poutine. Vous êtes Sergei Lavrov. Comment allez-vous traiter avec les États-Unis pour essayer de mettre fin à cette guerre? Eh bien, je pense qu'ils ont renoncé à la diplomatie. Là encore, ils espèrent que les Européens mettront fin au blocage de la diplomatie. Bien sûr, si les Américains veulent discuter, ils discuteront. Mais leur confiance dans une voie diplomatique, je pense, est morte après Anchorage. Du moins, voilà comment les Russes l'ont présenté. Les Américains sont venus avec une proposition qui impliquait certaines concessions russes. On ne sait pas clairement quelles étaient ces concessions. Mais Lavrov et d'autres ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à faire certaines concessions qui étaient douloureuses. D'après ce que j'ai entendu, encore une fois, je n'en suis pas sûr à 100%, les Russes étaient prêts à accepter une Ukraine qui rétablirait sa neutralité. C'était là encore le fondement d'Istanbul. Et concernant le conflit territorial qui en a découlé, ils seraient prêts à accepter le Donbass. Enfin, ils doivent avoir l'ensemble du Donbass. Mais pour Kherson et Zaporizhia, ils gèleraient les lignes de front là où elles se trouvent. Et d'après ce que j'ai entendu, c'était la proposition américaine. Les Russes l'ont acceptée. Puis les États-Unis ont commencé à revenir sur l'ensemble de cette proposition. Les Russes ont alors eu l'impression que les Américains ne voulaient pas réellement mettre fin à la guerre. Ils étaient simplement en train de sous-traiter cette guerre aux Européens pour les faire payer et pour en faire des États de première ligne. Ce qui, encore une fois, pourrait faire apparaître la poursuite de la guerre comme servant l'intérêt stratégique des États-Unis, dans la mesure où elle affaiblit davantage la Russie. Et surtout maintenant que sont envoyés des drones qui permettent à l'OTAN de frapper loin à l'intérieur de la Russie, cela offre une capacité supplémentaire d'affaiblir la Russie. En même temps, le conflit entre les Européens et la Russie ne fait que rendre les Européens plus dépendants des États-Unis et plus obéissants aussi. C'est donc ainsi qu'ils voient les choses aujourd'hui. Et ils ont observé la diplomatie en Iran, qui a été très trompeuse depuis le début. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Je pense donc qu'ils s'attendent maintenant à davantage de diplomatie frauduleuse. Ils continueront donc à chercher des gains territoriaux comme garantie d'une paix stable après cette guerre. Permettez-moi de vous poser cette question, parce que manifestement, cette information vient tout juste de tomber.
donc j'y réfléchis encore pendant qu'on en parle. Mais si je me place dans le rôle de l'adversaire, voilà comment je verrais les choses. La Russie et l'Iran, dans les deux conflits en question. Pour moi, compte tenu de tout ce qui s'est déjà passé, il est acquis que personne ne croit un mot de ce que nous disons. Personne ne fait confiance à une signature sur quelque document que ce soit. Point final. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre confiance là-dessus. Et dans la mesure où l'un ou l'autre de ces deux camps était disposé à engager une quelconque forme de diplomatie, c'était seulement en se disant « Bon, si on peut y inclure une sorte de donnant-donnant ou obtenir quelque chose d'emblée, alors peut-être qu'il reste encore une marge de manœuvre. Parce que s'ils fournissent quelque chose avant que nous fassions autre chose, alors peut-être qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, s'en sortir. Mais quand on voit quelque chose comme ça, en contradiction directe avec ce que le président et le secrétaire d'État ont dit, qu'est-ce qui apparaît clairement? Pour moi, cela dirait à la Russie, ça ne sert à rien de parler à qui que ce soit. Si vous êtes l'Iran, ça ne sert à rien de parler à qui que ce soit. Il va simplement falloir essayer de résoudre ça militairement sur le champ de bataille, parce qu'ils ne sont même pas capables d'être cohérents dans ce qu'ils disent. Vous le voyez autrement. Non, je suis d'accord avec ça. Enfin, je peux quand même ajouter un élément. C'est-à-dire qu'ils savent probablement que c'est faux, et Trump sait sûrement que les Russes le savent. Mais ils partent sans doute du principe que le principal public visé, c'est son public intérieur, parce qu'il leur a promis de sortir de la guerre en Ukraine, et qu'il a fait de la guerre en Ukraine une guerre de Trump. Autrement dit, les États-Unis restent profondément impliqués, et ils vendent des armes. Comme l'a dit Rubio, ils poussent les sanctions aussi loin qu'ils le peuvent. L'objectif, c'est de briser la Russie, tout en faisant payer une plus lourde part aux Européens. Donc, non. Mais là encore, ils se disent peut-être simplement, bon, tout ça est destiné à son public intérieur parce qu'il était censé être le président de la paix. Cela dit, je pense que c'est aussi problématique pour eux parce que là encore, nous avons besoin, pas sauf Turtine aux États-Unis et des États-Unis, des scrutements plus honnêtes et ce que nous faisons. Je veux dire, si vous êtes en Europe et que vous dites que l'OTAN participe aux frappes contre la Russie, c'est considéré comme de la propagande russe. Vous serez calomnié, censuré et vous aurez de sérieux problèmes. Mais nous n'acceptons pas notre propre rôle dans tout ça. Je veux dire, le public américain devrait savoir que les États-Unis sont toujours profondément impliqués dans une guerre contre la Russie. Tucker Carlson a récemment consacré un très bon segment à ce sujet. Et si nous devons le savoir, c'est parce que nous devons connaître le danger auquel nous faisons face. Car à ce stade, les Russes voient une escalade de plus en plus importante de la part de l'OTAN, une implication directe de plus en plus grande de l'OTAN. Et puis dans quelques mois, vous allez voir l'armée ukrainienne commencer à rencontrer des difficultés bien plus profondes sur le champ de bataille. Et à ce stade-là, les pays de l'OTAN vont de nouveau paniquer en essayant de ralentir l'avancée russe. Et ils pourraient alors faire quelque chose de stupide, comme escalader encore davantage. Donc le principal défi aujourd'hui en Russie, ce qui suscite beaucoup d'inquiétude, c'est comment rétablir la dissuasion. Parce que nous avons laissé l'OTAN aller trop loin. Je veux dire, les pays de l'OTAN peuvent frapper loin à l'intérieur de la Russie. Des pays de l'OTAN peuvent dire ouvertement qu'il faut amener la guerre en Russie. Construisons, vous savez, des milliers de missiles balistiques et de drones à longue portée pour pouvoir commencer à frapper loin à l'intérieur de la Russie. Nous les donnerons à l'Ukraine et ferons comme si c'était les Ukrainiens qui les lançaient. Je veux dire, c'est ce que nous faisons et c'est très dangereux. C'est de l'auto-illusion. Les Russes doivent donc rétablir leur dissuasion, ce qui signifie qu'à un moment donné,
ils doivent riposter contre l'OTAN. Nous nous engageons sur une voie très dangereuse. L'année 2026 va être extrêmement dangereuse. Et quand on ajoute le chaos en Iran, une possible énorme crise économique plus tard cette année, il va y avoir beaucoup de comportements, vous savez, imprévisibles. Nous devrions donc avoir une discussion honnête sur notre propre implication dans cette guerre contre la Russie depuis 2014. Mais nous ne l'avons pas. Et je pense que les Russes s'inquiètent probablement un peu du fait que Trump serve aussi ce discours délirant à son propre public intérieur. Comme nous l'avons montré au début de l'émission, ça ne fonctionne plus. Enfin, il commence. Comme vous le disiez, si nous perdons Walter Cronkite, c'est à ce moment-là que nous avons perdu la guerre du Vietnam. Et s'il perd Fox News, je ne pense pas qu'il pourra encore s'accrocher à quoi que ce soit non plus. Et le peuple américain, s'il risque de perdre Fox News, c'est parce que les Américains sont déjà largement de ce côté-là. Ce genre de choses ne va pas arranger la situation. Mais laissez-moi vous poser la question du point de vue européen. Je pense qu'on peut soutenir que beaucoup de dirigeants européens, comme Ursula von der Leyen, Kaja Kallas et surtout Mark Rutte, sont tout aussi mauvais que n'importe qui d'autre. Je vous ai montré les Jack Keane et les Kellogg qui disent des choses totalement absurdes et manifestement fausses, mais ils les disent avec conviction, tout le temps. Est-ce qu'une dynamique similaire pourrait se produire en Europe, au point que les gens finissent par dire « Vous êtes tellement déconnectés de la réalité qu'on ne vous croit plus » ou est-ce qu'ils vont continuer à avaler ce qu'on leur sert à la cuillère? Les États-Unis n'ont pas le monopole des va-t-en-guerre malhonnêtes. Nous en avons aussi beaucoup en Europe. Et leur crédibilité s'effondre également. Mais on observe une tendance générale. Les gens font de moins en moins confiance aux politiques. Si vous regardez les grandes puissances européennes, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, leurs dirigeants sont au plus bas dans les sondages, à des niveaux historiques. Les Britanniques ont bien essayé de changer de dirigeants, mais ça ne marchera pas. Au fond, ce sont les mêmes personnes. Et les gens font aussi de moins en moins confiance aux médias. On ne peut pas répéter indéfiniment que ses adversaires sont en train de perdre, sans que les gens finissent par comprendre que quelque chose ne va pas. Un jour, les médias disent que, vous savez, nous sommes en Iran à bombarder l'Iran parce que nous voulons aider à libérer les gens opprimés là-bas. Le lendemain, nous allons détruire toute cette civilisation en proférant des menaces nucléaires pas si secrètes que ça. Donc non, je pense que les gens voient clair dans ce jeu. Mais dans ce vide de légitimité politique, ce qui reste, c'est qu'on voit émerger de nouvelles forces politiques. On le voit en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, surtout en Allemagne, où l'AfD progresse. Et la dirigeante de l'AfD a souligné que s'ils arrivaient au pouvoir, la première chose qu'elle ferait serait d'aller à Moscou et d'essayer d'améliorer à nouveau les relations, de rétablir les relations avec la Russie. Cela a été une erreur. Elle a dit qu'elle abandonnerait Kiev et exigerait aussi qu'on leur rende tout leur argent. Je n'ai pas vu celui-là. Eh bien, certaines personnes commencent à s'y opposer. Parce que le problème, c'est qu'une grande partie de cela va strictement à l'encontre de leur propre intérêt national. Et je dirais la même chose des États-Unis. Autrement dit, une grande partie de ce qu'ils font aujourd'hui relève, selon moi, d'une incapacité à s'adapter aux nouvelles réalités. Après la guerre froide, les États-Unis considéraient que leur principal intérêt en matière de sécurité consistait à poursuivre une paix hégémonique, être partout à la fois et être tellement dominant que personne ne puisse les défier. C'était cela, la source de leur sécurité. Mais le problème déjà reconnu dans les années 90, c'est qu'avec le temps, les États-Unis épuiseraient leurs ressources. Et toutes les puissances montantes
qui ne veulent pas vivre sous l'autorité d'un hégémon mondial, commenceraient alors à contrebalancer collectivement les États-Unis. Eh bien, c'est ce que l'on voit. Les États-Unis ont presque 40 000 milliards de dollars de dette. On voit de grandes puissances aussi diverses que la Russie, la Chine, l'Iran ou le Brésil, toutes trouver un terrain d'entente pour promouvoir un système post-hégémonique. Pas anti-américain, mais anti-hégémonique. C'est une différence importante. On pourrait donc penser que pour les États-Unis, il serait dans l'intérêt de l'Amérique de prendre un peu de recul. Autrement dit, de renoncer à vouloir être partout à la fois, de commencer à établir des priorités, comme le suggérait la stratégie de sécurité nationale de décembre dernier, et de laisser les puissances eurasiatiques commencer à s'équilibrer entre elles, au lieu de s'équilibrer collectivement face aux États-Unis. Je veux dire, c'était au cœur de la stratégie américaine d'équilibrage au large. Et je pense que c'est dans cette direction qu'ils doivent aller. Les États-Unis ne le font pas, et ils ignorent alors leurs propres intérêts. Et je pense qu'en Europe, ils font la même chose. Cette idée selon laquelle, vous savez, si l'on parvient seulement à vaincre les Russes, alors l'Amérique restera en Europe. Les Ukrainiens seront notre, vous savez, première ligne permanente face à la Russie. Tout cela va à l'encontre de leurs propres intérêts nationaux. Je le répète toujours, désolé de m'étendre, mais en Allemagne, si vous voulez avoir du développement économique, vous devez entretenir de bonnes relations économiques avec la Russie. Si vous voulez avoir la sécurité, comme Bismarck l'a dit un jour, vous savez, le secret de la sécurité, c'est un bon accord de paix avec les Russes, parce que ce sont les deux grandes puissances terrestres européennes. Donc encore une fois, si vous êtes allemand, que vous voulez le développement économique, que vous voulez la sécurité, vous devez prendre les Russes en considération. Mais eux ne le font pas. En gros, ils disent que tout ce qui est bon pour la Russie est pro-Poutine, et on ne peut pas faire ça. Ils se placent donc, de manière structurelle, dans une situation où ils ignorent leurs propres intérêts nationaux. Et on ne peut faire ça que pendant un certain temps, avant qu'une opposition n'émerge. Et si vous regardez les informations en Allemagne, ils sont assez inquiets en ce moment, parce qu'il va y avoir des élections à Berlin, je crois, et l'AfD va probablement remporter une victoire historique. C'est du moins ce que disent les sondages. Nous verrons donc où cela va mener. Mais ce qui semble aller à l'encontre de ça, c'est que toutes ces personnes, dont certaines que j'ai mentionnées il y a une minute, ont littéralement fait carrière en disant non. Nous allons vaincre la Russie, militairement, économiquement, par tous les moyens. Au bout du compte, il suffit de les user avec ces, je ne sais combien, centaines de séries de sanctions, enfin tout ce qu'ils ont fini par imposer à la Russie. Mais l'une des choses qui semble leur donner un peu plus d'élan en ce moment, c'est cette affirmation selon laquelle elle commence réellement à fonctionner. Et là, on voit, je crois, que le troisième site de Whiteberries a été touché à Saint-Pétersbourg la nuit dernière. Et chaque fois qu'il frappe ce genre de site, il y a d'énormes panaches de fumée noire qui s'élèvent, ou quelque chose comme ça. Et cela donne l'impression, et je pense que ça encourage ceux qui sont en Occident, de se dire, vous voyez, cela fait mal économiquement à la Russie. Oubliez les sanctions. Là, ça cause de vrais dégâts économiques au pays. Il suffit de continuer, et Poutine finira par comprendre qu'il doit faire la paix. Comment voyez-vous cette dynamique, et que pensent réellement les gens en Europe? Eh bien, je pense que c'est le même défaut que dans ce qu'ils font avec les Iraniens, c'est-à-dire regardez tout ce qu'on fait exploser en Iran. On gagne, on gagne. Mais là encore, c'est une très mauvaise mesure du succès parce qu'on peut faire exploser tout ce qu'on veut. Mais si votre adversaire mène une guerre qu'il considère comme une menace existentielle, il absorbera cette souffrance.
Et on voit que le ciblage économique ou le ciblage des actifs économiques de la Russie n'a aucun effet sur la ligne de front. Au contraire, les Russes se portent très bien en ce moment. Et même l'armée ukrainienne dit que la situation semble très mauvaise sur la ligne de front. Mais là encore, nous ne sommes pas là pour aider l'Ukraine. Ça, c'est l'OTAN. L'objectif est d'utiliser l'Ukraine pour infliger une certaine douleur économique à la Russie. Et je pense qu'ils le sont. Cela provoque des difficultés économiques. Je veux dire, Wildberries, c'est leur plus grande plateforme de commerce en ligne. Si vous voulez semer le chaos et la destruction en Russie, c'est le genre de choses que vous feriez. Mais là encore, le problème est le même qu'avec l'Iran. La Russie considère cela comme une menace existentielle. La Russie ne peut accepter ce type d'attaque contre elle, soutenue par l'OTAN, que dans la mesure où c'est soutenable et où elle peut en absorber les coûts. Plus nous réussissons, plus nous devrions nous inquiéter. Parce que si cela commence, en substance, à briser la Russie, alors nous devrions être très inquiets. Car la Russie ne va pas simplement dire « Regardez toutes les difficultés économiques que l'OTAN nous a infligées. J'imagine que nous allons capituler. » On acceptera que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. On aura tous les missiles et drones américains déployés en Ukraine, le long de nos frontières. Pourquoi ne pas rouvrir toutes ces bases de la CIA? Ça n'arrivera pas. Donc si la capitulation n'est pas une option pour la Russie, qu'est-ce qu'on imagine exactement qu'une victoire va être? Parce qu'ils vont escalader. Et je pense qu'on se dirige vers une guerre directe entre l'OTAN et la Russie, qui pourrait très vite dégénérer en échange nucléaire. Enfin, imaginez si les rôles étaient inversés. Imaginez que ce soit les Russes qui aient renversé le gouvernement au Mexique et qu'ils y acheminent maintenant des missiles et des drones pour frapper loin à l'intérieur de Washington, D.C. ou de New York. Et ils mesuraient essentiellement leur succès à l'ampleur des destructions qu'ils pouvaient infliger aux États-Unis. Parce qu'ils savent que les États-Unis hésiteront un peu à riposter contre la Russie par peur de déclencher une guerre nucléaire. Oui, d'accord, mais jusqu'où peut-on pousser les Américains avant qu'ils n'en arrivent à la conclusion « Bon, on ne peut plus supporter cette souffrance. Nous n'allons pas capituler et vivre éternellement avec des troupes et des missiles russes au Mexique. » À un moment donné, les Américains escaladeraient, et vous ne voulez pas cela. Et je pense que les Russes ont la même logique. Cela ne peut aller que jusqu'à un certain point. Et aujourd'hui, à Moscou, des voix très fortes affirment que cette ligne rouge a déjà été franchie et qu'il est temps d'agir. Et que pensez-vous, disons, des tactiques employées par l'Ukraine? Parce qu'il semble qu'il se soit tourné vers d'autres cibles, plus civiles, plus économiques. Sans doute parce que la Russie est un pays immensément vaste, étendu sur 12 fuseaux horaires et tout ça. On ne peut pas défendre littéralement chaque centimètre du territoire, partout. Il faut donc donner la priorité aux sites vraiment importants, militaires et industriels, entre autres, qui peuvent permettre de poursuivre l'effort de guerre. Et cela veut dire que certains endroits, comme ces sites de Wildberries, ne vont pas être protégés. Parce qu'on dirait que même ici, je sais que ce sont de nouvelles images, je ne les avais même pas vues, merci Gary, on voit simplement ces drones arriver, et rien ne monte pour essayer de les abattre. Et cela cause des dégâts considérables. Comment voyez-vous ce changement de tactique du côté ukrainien? Eh bien, cela aide à atteindre des objectifs économiques. Mais, encore une fois, dans quelle mesure cela les aidera à gagner la guerre? Je doute que cela produise l'effet recherché. Mais là encore, la principale menace pour la sécurité des Russes n'est pas seulement économique. C'est aussi l'absence de dissuasion. Et encore une fois, les pays de l'OTAN, les dirigeants européens et les journalistes ne prennent même plus au sérieux la dissuasion nucléaire russe. Ils ne feraient jamais rien.
Ils n'osent pas affronter l'OTAN. Enfin, c'est ainsi que les Russes voient les choses aujourd'hui. Cela doit être l'objectif principal, susciter une certaine peur dans le cœur des populations de tous les pays de l'OTAN. C'est cela qu'il faut rétablir. Mais ce que vous avez dit sur les drones, je pense que c'est un excellent point. La profondeur stratégique de la Russie, cet immense territoire, a toujours été un atout essentiel. C'est ainsi qu'elle a vaincu Napoléon. Elle peut absorber et qui définir. Très bonne remarque. Ils ont fait la même chose avec Hitler, et même pendant la guerre froide avec les États-Unis, la profondeur stratégique renforçait aussi l'efficacité probable de leur capacité de seconde frappe. Cela a donc toujours été important. Mais bien sûr, c'est aussi une vulnérabilité, dans la mesure où ils ne sont pas capables de tout défendre. Oui, c'est donc un gros problème. Je pense que la réponse des Russes sera oui, d'améliorer leur défense aérienne, ce sur quoi ils travaillent. Mais il s'agit aussi de riposter. Et encore une fois, j'ai vu les mêmes reportages dans les médias. On célèbre, dans les pays de l'OTAN, le fait que les Ukrainiens frappent désormais ces navires russes. Mais ensuite, bien sûr, on ne pense jamais à ce qui va se passer le lendemain. Comment les Russes vont-ils réagir? Vont-ils capituler? Non, non. Ils attaquent désormais tous les navires ukrainiens, pas seulement les Ukrainiens, mais tout navire qui se dirige vers les ports d'Odessa ou de Nikolaïev. Ils détruisent les installations portuaires. En pratique, ils font de l'Ukraine un pays enclavé. C'est assez dramatique. Et puis auparavant, ils étaient plutôt prudents lorsqu'il s'agissait de frapper Kiev, même s'ils disposaient de bons renseignements sur les sites des fabricants d'armes. On ne les voyait pas vraiment être touchés à ce point-là. Maintenant, c'est open bar. Ils frappent Kiev de manière assez brutale. On les voit maintenant se rapprocher de Soumy, même si c'est moins le cas, et continuer aussi à avancer vers Kharkov. La Russie peut riposter par d'autres moyens, et je pense que c'est justement la question. Pourquoi escalader quand on sait que l'adversaire peut faire bien pire en retour? Et je pense que c'est ce qu'on va voir maintenant. Et j'ajouterai une chose. L'OTAN devrait se poser la même question. Parce qu'on continue de penser qu'on est intouchable, qu'on peut faire tout ce qu'on veut à la Russie. Mais ces petits tweets de Trump disant « Oh, on ne leur vend pas d'armes », enfin, ça ne marchera pas avec les Russes. Donc, à un moment donné, la riposte viendra. Eh bien, c'est précisément ce qu'on attend, que l'autre chaussure tombe. Et nous semblons absolument déterminés à continuer de donner à la Russie toutes les raisons de la faire tomber. Nous verrons bien comment cela va se passer. Mais il est presque certain que ce ne sera pas bon pour notre camp. Mais comme toujours, Glenn, nous vous remercions d'être venus aujourd'hui et de nous avoir apporté cette clarté. Et je rappelle à tous l'excellent podcast et l'émission YouTube de Glenn Deason, où il reçoit toujours d'excellents invités et aborde de très bons sujets. Moi-même, j'aime beaucoup les regarder. Merci beaucoup d'être venu, c'est toujours très apprécié. C'est un plaisir de vous revoir, Lenny. Merci. Et on vous apprécie aussi. On se retrouve aujourd'hui à 13h avec l'incroyable ambassadeur Chas Freeman, qui examinera les choses sous l'angle diplomatique à son retour. Et j'ai hâte d'entendre ce qu'il dira à propos de ce post complètement dingue de Trump sur Truth Social. Ça ne va probablement pas nous faire avancer dans la bonne direction sur le plan diplomatique. Nous verrons ce que l'ambassadeur aura à dire à 13h dans le Daniel Davis Deep Dive. À tout à l'heure. Vous savez, je n'essaie pas de vous convaincre d'acheter de l'or, ni de vous dire comment gérer votre portefeuille d'actions. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez. Hit that like button and share this with somebody you love.